les rituels qui se font d'habitude, le rituel, je dirais, extrêmement important de l'accompagnement des mourants, venir être présent, lui tenir la main, lui parler, l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, cela n'a pas été possible. Bonjour, bienvenue dans Dialogue, ce moment d'échange avec une personnalité dont le travail me semble essentiel et décisif aujourd'hui, une personnalité qui nous aide à penser notre vie, notre existence. Aujourd'hui, nous recevons Marie de Henzel à propos de son dernier livre, L'adieu interdit. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très content que tu aies accepté qu'on se rencontre pour parler de ton nouveau livre, L'adieu interdit, qui est un livre qui m'a très profondément rasséréné parce que je trouvais que c'était tellement important qu'on mette des mots sur ce que nous avons vécu. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai été ébranlé par ce qui s'est passé depuis la crise du Covid dans la brutalité des décisions par rapport à nos aînés, par rapport à l'accompagnement des gens en fin de vie. Et je trouve que tu réussis à faire le tour de la question avec beaucoup d'élégance. Et on va essayer de reprendre un peu les différents points, mais peut-être on peut commencer par peut-être le point le plus abyssal, qui est le titre du livre, L'adieu interdit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que brutalement, les visites ont été interdites. Les visites dans les maisons de retraite, à l'hôpital, à domicile, et que lorsque des personnes se sont engagées dans le processus de la mort, des personnes soit des personnes très âgées qui, de toute façon, n'étaient pas très loin de leur mort, et d'autres qui se sont laissés mourir parce que être coupé de ces liens affectifs, quand on n'a plus que ça, qui vous donne du sens à la vie, c'est tellement désespérant qu'il y a des personnes qui ont cessé de s'alimenter, qui se sont laissées glisser, c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement, et qui sont mortes de solitude, de désespoir, et pas du Covid. Et puis, il y a eu des personnes qui ont aussi attrapé le Covid et qui sont mortes de cette maladie. Or, les rituels qui se font d'habitude, le rituel, je dirais, extrêmement important de l'accompagnement des mourants, venir être présent, lui tenir la main, lui parler, l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, cela n'a pas été possible. C'est incroyable. Moi, je me souviens, et je pense que j'en suis encore très profondément ébranlé, quand le Premier ministre a dit à une réponse d'un téléspectateur, est-ce que je peux enterrer, je crois que c'était mon père, et que le Premier ministre a dit non. Oui. Je me suis dit, on touche là quelque chose comme la structure anthropologique de la civilisation. Aucune époque n'a fait ça. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose dont qu'on perd pied. Oui. Et je trouvais que c'est beaucoup plus grave qu'on ne peut le penser. Et c'est grave au carré. C'est grave qu'on touche à la structure anthropologique, disons, pour parler un mot un peu. Mais c'est aussi très grave que on ne soit pas tous dans un état de choc, que ça puisse passer comme ça. Oui. Ça en dit long sur quelque chose qu'au fond, une forme de gestion prend le pas sur la dimension humaine. Voilà, oui, comme tu dis, c'est à deux niveaux que c'est très très grave. C'est très grave pour ceux qui, effectivement, ont terminé leur jour dans une détresse que l'on a à peine à imaginer. Très grave pour leur famille, c'est grave pour les soignants qui ont été témoins de ça. Donc les humains proches qui ont vu quelque chose qui, comme tu as tout à fait raison, qui n'a jamais eu lieu sur Terre. Il y a jamais, c'est la première fois qu'une décision politique et sanitaire empêche des gens qui pourraient venir dire au revoir, de venir dire au revoir.
Bien sûr, on peut, quelquefois dans la vie, on ne peut pas dire au revoir parce qu'on est loin géographiquement de la personne qui est en train de mourir, mais là, c'est une décision politique qui empêchait des gens qui étaient quelquefois à 40 mètres de quelqu'un qui était en train d'agoniser, qui savait que papa, maman agonisaient à côté et qui ne pouvaient pas rentrer dans la chambre, tenir la main, parler, dire au revoir. C'est effectivement quelque chose qui est dans tous les pays, depuis la nuit des temps, ce sont des rites que l'on a respectés. Et là, pour la première fois, ça n'a pas été respecté. Et extrêmement grave aussi, comme tu le dis, cette sorte d'indifférence, quand même, à part quelques personnes dont je fais partie et qui se sont vraiment, je dirais, dressées contre cela, mais qui montrent vraiment le rapport de notre société avec la mort. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'une des tribunes que j'avais signées avait pour titre le paroxysme de la mort. Le Covid a déclenché ça, ce paroxysme du déni de la mort. Vraiment comme si, effectivement, ce n'était pas important, tout ce qui se passait autour de la mort. Et ce qui est en plus, je dirais, un paradoxe total, parce qu'on fait tout pour empêcher les gens de mourir, hein, et puis, finalement, respecter tous les rites qui permettent que la mort soit une mort sereine, une mort qui ait du sens, eh bien, sont complètement méprisés. Là, il y a quelque chose qui montre effectivement l'état de notre société vis-à-vis de cette de la mort qui fait partie de la vie, qui est notre destin à tous. Et je crois ce qui est intéressant de tout de suite souligner, c'est ne pas dénier la mort, c'est ne pas dénier la vie. Parce que nous, c'est ça au fond le problème, c'est qu'on a l'impression que la mort c'est triste, c'est mal, on veut pas en parler. En réalité, quand on n'en parle pas, il y a quelque chose de la vie qui est très profondément abîmé. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être dit, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas pu accompagner leurs parents sentent à quel point c'est terrible. Mais ça les empêche de vivre. Moi, je me souviens, j'ai accompagné la mort de mes 2 grands-mères. C'est sûr que ma vie est beaucoup plus apaisée d'avoir pu les accompagner, d'avoir pu témoigner de l'amour que j'avais pour elles à ce moment-là, et de sentir qu'au fond, mes 2 grands-mères sont mortes accompagnées et dans une forme de paix réelle. Ça change à jamais une existence, de pouvoir être témoin de ça. Ça donne à la vie une richesse. Donc c'est important de tout de suite souligner que ton livre et ton souci, c'est pas au nom d'une morale éthérée, de principes abstraits, d'un truc sur la mort, c'est au fond la défense de notre humanité profonde. Oui, comme tu dis, la mort fait partie de la vie, et toute personne qui a pu accompagner quelqu'un sait une fois pour toutes que la mort fait partie de la vie. C'est ça. Et donc il va vivre avec cette acceptation que la mort fait partie de la vie, et que du coup elle donne beaucoup d'importance à la vie. Et par exemple, des enfants que l'on écarte de la chambre où quelqu'un est en train de mourir, c'est une grave erreur. Souvent les enfants ont envie d'entrer parce qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes qu'ils vont faire une expérience importante pour eux, pour leur avenir. Et quand les enfants viennent et qu'ils peuvent dire au revoir, comme tu l'as fait avec ta grand-mère, qu'ils peuvent donner quelque chose, un dessin, et l'enfant reçoit un double message, et la mort fait partie de la vie, et en même temps, c'est parce que la mort est dans nos vies aussi que nous sommes en lien les uns avec les autres, dans un lien de solidarité, d'amour aussi. Parce que ce qu'il observe, l'enfant, c'est que le parent à qui il dit au revoir, c'est des mots d'amour qu'il lui dit. Le parent qui s'en va, ou le grand-parent qui s'en va, ce sont des mots d'amour qu'il donne. En fait, c'est l'amour qui circule dans les derniers moments de la vie, c'est pas autre chose. Hein. Donc c'est pour ça qu'au fond, tu as raison, c'est ça. L'adieu interdit, c'est l'amour interdit. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Hein.
Oui, parce Pour que qu'on c'est... comprenne oui, bien, c'est ça. oui, parce que effectivement, ce qui s'échange dans les derniers moments, c'est de l'ordre de l'amour. C'est... Alors là, je peux le dire, et quel que soit l'âge de la personne, quelles que soient ses croyances, ça n'a rien à voir, c'est de l'amour qui circule. Et c'est là que c'est pour ça que c'est une initiation, l'accompagnement, parce que on se dit tiens, cette personne, je ne la reverrai plus jamais, et le plus jamais est lourd, hein, plus jamais, mais avant de partir, elle m'a dit qu'elle m'aimait et j'ai pu le lui dire, et ça reste entre nous. C'est clair. Dans un lien qui dépasse la mort. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que la mort met fin à la vie, mais pas à la relation. Hein. Oui, on reste en lien avec ceux qui sont partis, et c'est pour ça que vous voyez, c'est d'une gravité que l'on est empêché, les gens, de pouvoir dire ces mots d'amour, de pouvoir les recevoir. On a abîmé leur vie. On les laisse dans une détresse qui actuellement, tous mes collègues psy ont des cabinets qui sont envahis de gens qui n'avaient pas l'habitude de consulter des psys, mais qui les consultent là parce qu'il leur est arrivé quelque chose de grave, quelque chose qui les déprime, quelque chose qui les culpabilise aussi. Ils se disent « je n'aurais pas dû laisser faire ça ». Et ça, c'est aussi un aspect assez perturbant. C'est que dans mon livre, je montre qu'il y a des gens qui ne se sont pas laissés faire, qui ont forcé la porte. Encore hier, j'étais dans une table ronde post-confinement, dans une résidence-service, et une femme a pris la parole. Elle a dit « mon mari, qui avait la maladie de Charcot, est mort pendant le Covid. Il est en soins palliatifs. On n'a pas voulu me laisser entrer. » Elle dit « j'ai hurlé, crié, jusqu'à ce qu'on m'ouvre. » On a finalement permis à cette femme d'entrer. Et d'ailleurs, aucun fondement juridique l'empêchait, il faut le savoir, ça. Elle a finalement réussi à rentrer dans la chambre, évidemment, masquée, gantée, bon. Mais elle a pu tenir la main de son mari, et son mari est mort alors qu'elle était là à côté. Donc, vous voyez, quand on voit qu'il y a des gens qui ont forcé la porte, les autres qui n'ont pas osé le faire, par obéissance, par peur, s'en veulent énormément. Alors, évidemment, une des questions qu'il faut aborder, c'est ça s'est fait ou non qu'on ne pouvait pas faire autrement pour protéger les citoyens de l'épidémie du virus. Donc, on peut peut-être essayer d'aborder cette question-là et pourquoi ce qui semble évident n'est pas du tout évident. Voilà, pourquoi il y a eu cette interdiction de visite qui, encore une fois, n'avait pas de fondement juridique, mais qui a été des préconisations dont les directions d'EHPAD se sont saisies. Elles avaient une peur épouvantable que le virus fasse intrusion dans la maison, dans l'établissement, et que ça mette le feu. C'est que ça prenne, vraiment. Donc, ils avaient très peur. Il faut, à leur décharge, reconnaître qu'ils n'avaient pas les moyens de se protéger. Ils n'avaient pas de masque. Il n'y avait pas d'équipement au début. Ils sont arrivés petit à petit, les équipements. Donc, ils avaient très peur, ils n'avaient pas les moyens de se protéger. C'était voilà. Donc, le seul moyen, c'est de boucler les personnes dans leur chambre avec interdiction de visite. Mais il y a eu toutes sortes d'incohérences parce que ces personnes, malgré tout, elles recevaient la visite d'aides-soignants qui venaient. Donc c'était des personnes extérieures qui quelquefois étaient contaminées, donc ont contaminé. Une des choses que je trouve aberrante, c'est de ne pas se poser la question de savoir si un être humain pouvait rentrer dans une chambre avec un masque, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas permis à un proche de venir équipé de la même manière? Et au moins, il y aurait eu le contact affectif, le sentiment pour la personne qui était recluse dans sa chambre, que quelqu'un qui comptait pour elle venait. Voilà, il y a eu des aberrations. Je crois que tout le monde a été pris de court, que c'était... Donc on peut à la fois comprendre,
des mesures aussi aberrantes, et en même temps les dénoncer parce qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Bon, il faut tirer les leçons de tout cela. Et mon livre, c'est ça aussi. C'est aussi, voilà, il s'est passé quelque chose qui n'est pas acceptable, qui était, voilà, on peut comprendre aussi que ça soit passé. Aujourd'hui, il y a absolument une réflexion à avoir, et d'ailleurs j'entends que il n'est pas question d'interdire une visite, qu'elles doivent être évidemment, elles sont limitées, elles sont encadrées, mais on ne peut pas décréter cette coupure affective qu'il y a eu avec des personnes vieillissantes et qui sont tristes et déprimées, mais a fortiori avec des personnes qui vont mourir. Moi, je me souviens, donc j'avais fait une vidéo après la déclaration du Premier ministre, parce que j'étais tellement ébranlé en essayant de dénoncer la situation et en confrontant. Mais tu en parles aussi dans ton livre avec Antigone, en pensant évidemment à Antigone qui préfère mourir que ne pas enterrer son frère, qu'empêcher d'enterrer un mort, c'est quelque chose de... Enfin, c'est... Et j'avais... avant de la faire, parce que je sentais ce poids social que c'est fait au nom de la santé. Je me souviens, j'avais appelé un de mes amis qui travaillait à l'hôpital et qui était donc au sommet de la difficulté par rapport au Covid, et je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et il m'a dit, qui m'a beaucoup frappé, il me dit « Le gouvernement nous donne un équipement pour soigner les gens, comment il pourrait ne pas donner un équipement pour aider les gens à enterrer leurs morts ?» Et ça m'avait... Oui. Je trouve une aberration de plus. Oui. Absolument. Oui. Bien sûr, il y a l'urgence, bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais il y a quand même un interdit à ne pas franchir qui est d'empêcher quelqu'un d'enterrer les morts. Et Mais par exemple, on n'a jamais prouvé qu'un mort dans un cercueil, si on est à 1 ou 2 mètres du cercueil autour, le cercueil ouvert, on puisse constater la mort, voir le visage, faire ce rituel qui est de se réunir autour du cercueil. Je ne vois absolument pas pourquoi ça n'a pas été possible. Le virus qui est à l'intérieur d'un corps qui est mort, qui là ne peut pas sauter sur des gens qui sont à 1 ou 2 mètres. Donc là, c'était totalement aberrant. On m'a même... je donne la parole à Christian de Cacré, qui est un directeur d'un service funéraire, qui me raconte que par peur des gens qui travaillent dans ces services n'osaient même pas porter le cercueil pour l'entrer à l'intérieur d'une église, par peur d'être contaminés par le cercueil lui-même. Donc ça montre je dirais les dimensions qu'ont pris cette peur d'être contaminé, qui est totalement, je dirais, illogique. Oui, tu dis dans ton livre, la peur a eu raison de l'humain, que je trouve très fort. Pour moi, il y a une frontière là. Il y a eu ceux chez qui la peur a eu raison de l'humain, qui ont appliqué à la lettre des consignes, et même ont été au-delà des consignes, il faut le dire. Et puis, ceux qui ne se sont pas laissés gagner par la peur et qui ont laissé l'humain, je dirais, dominer la peur, et ce sont des personnes qui, dans le même contexte, avec les mêmes consignes, se sont arrangées pour on laissait venir quelqu'un, dire au revoir. Je sais que par exemple dans les hôpitaux, dans les réanimations, les gens mouraient sans un proche à leur côté. Et qu'il y a des infirmières qui ont pris l'initiative d'appeler, d'enregistrer la voix d'une compagne, d'un compagnon, de la diffuser à l'oreille. Il y a eu des initiatives comme ça qui étaient vraiment humaines pour essayer je dirais, de faire passer l'humain très émouvant. Au-dessus de la peur. Je trouve que c'est très émouvant et que tu donnes beaucoup de témoignages où on voit des gens qui, quoi qu'il en soit, maintiennent l'humanité et inventent quelque chose. Moi, pendant le confinement, j'avais reçu un message d'une dame qui me dit sa fille, qui était jeune infirmière, c'était son premier poste,
elle assiste à la mort de quelqu'un, et on doit mettre la personne dans un sac. C'était vraiment quelque chose dont tu parles aussi. Et la fille lui dit le soir, « Maman, j'ai pas pu faire autrement, je l'ai recoiffée. » Elle me dit, c'est idiot, parce que personne l'a vu, mais je pouvais pas faire autrement que la recoiffer. Et ça m'a complètement bouleversé, parce qu'on se dit, à côté de la violence insensée de ces décisions, il y a partout des êtres humains, et je trouve c'est très beau, parce que cette jeune fille, elle a pas fait de cours d'éthique, elle a pas d'éducation, mais elle sent, parce qu'elle est humaine au fond d'elle-même, que ce geste-là, c'est fondamental. C'était un geste, d'humanité qui est... oui, c'est... Tu as raison, il y a des personnes qui ont senti qu'on ne pouvait pas laisser partir quelqu'un, sans ce geste. Il y a beaucoup de soignants aussi qui ont eu des gestes d'humanité. Alors ce sont on dit les Antigones des temps modernes, qui ont eu des gestes d'humanité totalement contraires aux consignes données, complètement qui faisaient fi des gestes barrières parce qu'elles sentaient que ça ne pouvait pas se passer autrement. Tu parles aussi dans ton livre qu'il y a une sorte d'exagération dans les médias de la gravité de ce qui se passait dans les EHPAD, qu'il y a quelque chose là qui s'est emballé. De la gravité qu'il y a une sorte de... Que dans les EHPAD, on a beaucoup parlé de la catastrophe, du nombre de morts et de l'entrée du virus. Tu essayes de mettre les choses un peu en... Oui, on a beaucoup... Oui, au début, on a beaucoup paniqué en donnant des chiffres qui n'ont jamais été atteints. 100 000 morts dans les EHPAD. Enfin, bon, en fait, il y en a eu 15 000. Hein. Oui, il y a eu... De toute façon, le traitement médiatique... de façon générale, était très anxiogène. Hein. C'était vraiment... c'était difficile aussi, à la fois de s'informer, parce que c'était important de s'informer, et en même temps de ne pas se laisser complètement happer par l'anxiété qui était diffusée du matin au soir. Moi, je pense que ça, c'est très important. Parce que, disons, on voit bien contre ce contre quoi on lutte. C'est-à-dire, il y a l'évidence, vous vous rendez pas compte, le virus est dangereux, il faut prendre des mesures. Donc c'est ça le discours. Je crois que c'est important ce que tu dis. C'est important d'informer, mais c'est important de prendre aussi de la hauteur, de mettre en perspective et de ne pas être collé dans l'immédiateté. Essayer de faire ce que tu fais dans ton livre, c'est quand même maintenir l'humanité, ou ce que j'appelle, dans mon langage, essayer de préserver une forme de sérénité quand tout s'effondre, et de ne pas perdre pied là. Je crois que c'est vraiment important, et c'est aussi singulier que notre temps a du mal à faire ça. C'est l'idée de prendre de la hauteur, d'essayer de penser un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire, on est pris dans l'urgence. Il y a le Covid, c'est dangereux, donc on fait ça. Et l'idée, est-ce qu'on peut juste prendre du temps pour penser? Non. Du temps pour répéter inlassablement la même information qui nous fait perdre pied? Oui. Mais un temps pour simplement poser une question? Non. Je trouve que c'est... Alors, tu poses une question très intéressante qui est débattue en ce moment. Là, je lisais un article ce matin dans La Croix pour savoir est-ce qu'on peut avoir une réflexion éthique dans les situations d'urgence. Alors, il y a des philosophes qui disent non, que dans l'urgence, on obéit aux consignes. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, et même, je serais pour qu'il y ait une éthique d'urgence. C'est-à-dire, je pense qu'on peut réfléchir, même si il y a un danger. Je pense que la réflexion ne doit pas être absente, parce que à ce moment-là, si on met la réflexion simplement quand tout va bien, ça n'a pas beaucoup de sens. Il devrait y avoir une réflexion éthique. D'ailleurs, en fait, quand on parle d'éthique, il y a l'éthique collective, mais tous les exemples que nous avons cités là, c'est une éthique individuelle. Quand une infirmière dit « moi, en mon âme et conscience, je ne peux pas ne pas faire un geste d'humanité », c'est son éthique qui le lui dicte. Bon, il y a l'éthique individuelle, hein, il y a l'éthique collective, l'éthique au sein d'un établissement, mais je pense que... Alors,
en situation d'urgence, l'éthique du chef d'établissement est très important, parce que c'est lui qui donne le ton. Et je vois bien, parce que j'ai eu au téléphone des directeurs d'EHPAD, il y en a qui ont été très humains, il y en a qui ne se sont pas affolés, hein. Il y en a qui ont pris vraiment, et puis d'autres qui ont été saisis de panique. Donc là aussi, mais quand le directeur d'un établissement a une certaine éthique, qu'il pense aussi, qu'il ne veut pas justement régresser par rapport à toute la réflexion qui existe depuis des années sur une prise en charge humaine des personnes âgées, il y a tout ça ne peut pas juste être, je dirais, volé en éclats parce que l'on veut sauver la vie biologique de ces personnes âgées, parce que là aussi c'est quelque chose d'important. On a voulu préserver la vie biologique, mais comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait on a nui, puisque on s'est aperçu que les personnes étaient dans la solitude, dans la détresse, que des personnes se laissaient mourir. Donc en fait, en voulant protéger la vie biologique, on a nui sur d'autres plans. Et c'est important. Je cite Cynthia Fleury, cette expression qu'elle a et que j'aime beaucoup, quand elle dit que la vie est indivisible, elle est biologique, elle est affective, sociale, démocratique. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des liens que les gens ont, hein, de leur place dans une famille, et puis de leur volonté démocratique. Ça veut dire, est-ce qu'on a demandé aux personnes que l'on a confinées si elles étaient d'accord avec ces mesures? C'est-à-dire ne plus voir du tout leurs proches. Est-ce qu'il y a une réflexion? Non. Alors maintenant, on dit qu'on ne peut pas prendre des décisions à l'intérieur d'un EHPAD sans consulter les personnes concernées. C'est-à-dire que, alors, parmi les personnes concernées, il y en a qui veulent être protégées à tout prix. Oui, il y en a qui sont d'accord pour un confinement strict. Et puis d'autres, non. Parce que d'autres qui ont des priorités. Quelles sont mes priorités? Est-ce que c'est de sauver 2 mois, 3 mois, 2 ans de vie quand vous avez 95 ans, 96 ans, vous n'êtes pas très très loin de votre mort? Est-ce que je veux sauver ces années? Ou est-ce que je préfère vivre le temps qui me reste en prenant le risque de mourir, mais en voyant ceux qui comptent pour moi, en voyant mes petits-enfants, en pouvant parler avec mes enfants? Voilà, donc il y a des gens qui savent très très bien où est la priorité pour eux. Donc écouter les gens et puis tenir compte de leur avis. Quand on creuse ton questionnement, on se rend compte à quel point c'est abyssal. Parce que là, c'est la question de la liberté. Oui. Qui est une question qui a l'air très difficile aujourd'hui à entendre, que quelqu'un peut décider de prendre un risque, oui. Et que dans certains cas, il y a une légitimité de cette liberté. Et ça, c'est aussi, on a l'impression que c'est difficile à penser aujourd'hui. Oui. T'as la question que tu as dit, est-ce que la pensée a encore un sens? Et on voit bien que ça, c'est ça que je trouve que ça pose plein de questions absolument centrales. Moi, je suis étonné, moi qui suis philosophe, d'avoir entendu tant de philosophes expliquer que la philosophie n'est pas nécessaire en temps de crise. Alors que moi, je dirais, c'est là. Moi, je n'ai jamais eu autant besoin de philosophie que pendant le confinement pour justement ne pas être collé à l'immédiateté qui rend bête. L'immédiateté de nos émotions nous rend idiots, l'immédiateté de nos peurs nous rend idiots, et qu'au fond, pouvoir prendre un peu de hauteur, juste questionner. Et la troisième chose que tu dis qui m'ébranle beaucoup, c'est qu'on se rend compte que c'est parfois des gens les plus simples, confrontés au terrain, qui manifestent un sens éthique et une capacité de penser, là où nos penseurs sont complètement déconnectés du sol. Et voilà. Je trouve que ça m'a aussi, pendant que tant de philosophes expliquaient des choses absurdes, on voit des soignants ordinaires qui montrent par leur engagement qu'ils ont beaucoup mieux compris ce que nous a l'héritage de la grande culture occidentale de pensée. Oui, ça,
absolument. C'est ce que... Voilà, c'est cette éthique individuelle que certaines personnes ont, je dirais, naturellement, hein, qui est... Il y a une expression que je trouve, si on y réfléchit bien, on va vous dire, aujourd'hui, on va vous dire, là, il faut peut-être reconfiner les personnes à risque. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette expression, les personnes à risque? Parce que nous sommes tous à risque. La vie est un risque. Moi, je peux être écrasée en sortant de ton immeuble. La vie est un risque. Donc nous sommes tous des personnes à risque. Cette expression, elle est étrange. Ce qu'ils veulent dire, c'est les gens qui ont plus de risques que... Bah, il y a plus... Est-ce qu'on a vraiment... Honnêtement, est-ce qu'une personne de 95 ans a plus de risques qu'un jeune qui... Bon, alors évidemment, peut-être statistiquement, puisqu'on s'approche de la mort, mais pas plus. Je dirais que c'est cette notion d'essayer de gommer le fait que la vie est un risque. Hein. Nous sommes tous à risque. Alors, il y a par contre des personnes peut-être qui ont des fragilités plus importantes que d'autres. Ça, oui. Hein. Oui, ce qui serait mieux. Oui, je comprends. L'expression à risque est une idée. Mais elle est stupide, cette expression. Dire qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles et qui demandent une plus grande attention, voilà. Oui, ça serait... Voilà. Ça mais serait nous plus sommes digne. tous à risque, franchement. C'est clair. Tous. C'est intéressant. Et ce sont les mots... C'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça, les personnes à risque. À partir de 65 ans, vous êtes une personne à risque. Franchement... C'est très juste. C'est vrai qu'à partir de peut-être au-delà de 80 ans, on puisse être plus fragile que quand on en a 50 ou 60. Oui, certainement. Hein. Mais tu as raison, c'est pas du tout la même manière de parler. Et encore, il y a une étude qui a été faite par le professeur Jandel sur l'âge et la fragilité qui montre qu'il y a des personnes très âgés, qui sont robustes, alors que vous avez des jeunes qui ont des comorbidités, qui fument, qui boivent, et qui sont infiniment plus fragiles qu'une personne, je dirais, de 95 ans, qui a, une bonne hygiène de vie, qui n'a pas de maladie particulière, et qui sera finalement moins fragile. Donc c'est une notion qui est très très variable, hein, et c'est pour ça que de mettre tout dans le même sac, alors parler de personnes à risque de plus de 65 ans, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est risible. C'est clair. Et beaucoup de personnes âgées à qui je parle, sont le prennent très mal. Elles supportent très mal. Elles ont l'impression d'être en faute. Elles ont l'impression d'être rejetées, Oui, il y a une impression d'exclusion. Oui. On est dans une catégorie... Bon, oui, des gens, encore hier, j'entendais des gens qui disaient, au fond, on a l'impression qu'on souhaiterait qu'on disparaisse. On veut nous protéger, mais en fin de compte, ça serait aussi bien qu'on disparaisse. Parce que, bon, il y a tout un... je dirais autour de cette question... C'est intéressant parce que, au nom d'une forme de sécurité bizarre, et on dit on vous protège, et les gens disent vous me protégez pas, vous m'enlevez la vie, parce que la vie, comme tu dis avant, est unitaire, et si vous m'enlevez la dimension affective, la dimension relationnelle, vous me privez de ma vie. Non, on vous sauve la vie. Non, mais vous êtes en train de m'enlever ma vie. Et on n'arrive pas à entendre ce que disent ces personnes. Ils disent non, mais vous n'êtes pas en train de me protéger ma vie, vous êtes en train... Je me sens exclu, je me sens rejeté, je me sens désigné du doigt, j'ai besoin de ces relations. Je trouve que l'impossibilité d'entendre la parole de ces personnes, je trouve que c'est d'une immense violence, et je trouve que ça aussi, ça demande à être interrogé. Il y a un autre aspect de ton livre que je trouve poignant et important, c'est que tu montres que prendre soin des personnes âgées, c'est aborder la question de leur finitude, et qu'il y a l'idée que c'est oublié, que c'est quasiment un tabou,
Et quand on va dans ce tabou, on crée une situation beaucoup plus anxiogène. Et là, je trouve que c'est aussi une idée très importante. Oui, alors c'est vrai que souvent, moi j'ai fait tout un travail pour essayer d'améliorer la fin de vie dans les EHPAD. Il y a 2 ans, qui a abouti à un livre blanc sur le tabou de la mort, pour montrer justement que le tabou de la mort est quelque chose qui crée de l'inhumanité. Hein, parce que une personne qui a plus de 80 ans, elle pense à sa mort, de toute façon. Elle y pense même quotidiennement. Pas comme quelque chose de déprimant, mais parce qu'elle sait qu'elle y va. Donc, elle y pense. Voilà. Et avoir près de soi des gens qui viennent prendre soin, qui sont des jeunes, et qui ne veulent absolument pas entendre parler de la mort, ben finalement c'est une violence pour ces personnes, parce qu'elles se sentent seules. Je ne peux pas parler de ce qui occupe ma pensée avec un tel et un tel, parce qu'ils ont peur de la mort. C'est comme ça que les personnes le sentent. Donc évidemment elles pensent à leur mort, mais elles pensent aussi à leur mourir. Comment je vais mourir ? Est-ce qu'elles ont peur aussi elles ont des souhaits importants, elles ne veulent pas souffrir, elles ne veulent pas être prolongées. C'est marrant parce que, juste une parenthèse, notre temps comprend que si le parent d'un enfant meurt, il faut lui dire que si on lui dit pas, il est privé de la suite de sa vie, que c'est important de dire la vérité à l'enfant. Maintenant, ça c'est compris, ça a mis beaucoup de temps, mais on comprend pas qu'à une personne âgée, il faut dire aussi la vérité, que c'est important pour elle. Je trouve que c'est frappant. Mais c'est pas seulement lui dire la vérité, mais c'est que cette personne, elle sait qu'elle n'est pas loin de la mort, et elle ne peut pas dire sa vérité aux autres. Donc elle se sent très seule. Donc elle se sent seule, et puis après tu dis, l'autre point dont je t'ai coupé, c'est qu'elle a une peur, et comme on ne peut pas aborder sa peur, on ne peut pas la rassurer, lui expliquer. Voilà. On ne peut pas parler avec elle de ce qui la préoccupe. Elle a Voilà, on ne peut pas lui dire, oui, quand ce sera le moment, nous serons là, nous ferons tout ce qu'il faut pour que vous ne souffriez pas, pour que vous ne soyez pas prolongé, pour que vous restiez dans votre lit et pas que vous alliez à l'hôpital. Parce que vous savez, tu sais que les personnes âgées, elles rêvent, c'est ça, elles rêvent de mourir dans leur lit, et souvent, d'ailleurs, dans les EHPAD, on pense que la case hôpital est quasiment obligatoire. Non, on peut très très bien mourir tranquillement, comme une petite bougie qui s'éteint dans son lit, et être juste accompagné et veiller à ce que la personne ne souffre pas. Donc ça, c'est la plupart des décès des personnes âgées, c'est comme ça que ça se passe. Donc, mais accompagner, bien sûr, accompagner ce qui... Alors, il y a une question aussi que j'aborde dans le livre, qui est une question qui a fait beaucoup débat aussi, c'est la fameuse question du tri des patients. Beaucoup de personnes âgées, donc personnes qui étaient atteintes du Covid ou pas, mais qui étaient mourantes, pendant le confinement, effectivement, les EHPAD ont constaté que dans certaines régions, pas partout, on ne voulait pas accueillir aux urgences les personnes qui venaient des EHPAD. Et ça a été très très mal vécu, parce que les équipes se sont trouvées dans l'obligation finalement de prendre soin médicalement aussi de ces personnes qui allaient mourir, alors que elles n'en ont pas l'habitude, elles ne sont pas formées pour ça. Sur cette question, moi je suis revenue moi-même. Au début, j'ai trouvé que c'était une barbarie, et finalement j'ai compris que on puisse ne pas accepter en réanimation des gens qui n'en sortiraient pas. On accepte, on prend en réanimation des gens avec l'espoir qu'ils puissent ressortir. Mais c'est vrai qu'une personne très âgée, avec beaucoup de comorbidité, a peu de chances de sortir d'une épreuve comme la réanimation. En ce moment, les malades atteints du Covid qui passent en réanimation, restent 3 semaines en réanimation, c'est extrêmement violent. Il y a
il y a peu de chances qu'une personne très affaiblie ait les chances d'en sortir. Donc il vaut mieux, effectivement, qu'elle meure dans son lit, là où elle est. Mais... C'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est la manière dont tu expliques ton idée et comment sur le terrain tu as changé d'avis. Je trouve que c'est un très bon exemple d'honnêteté. Oui, parce qu'au début, j'étais comme tout le monde, j'étais assez choquée. Et puis j'ai fini par comprendre, et puis même je me suis dit, au fond, ces personnes, il vaut même mieux qu'elles meurent dans leur lit, mais accompagnées. Alors c'est là où on voit que, oui, mourir dans sa chambre tout seul, ce n'est pas acceptable. Accompagné avec aussi, je dirais, des médecins ou des infirmières formés au traitement de la douleur, des personnes qui pourraient mourir dans des agonies douloureuses, ce qui n'est pas toujours le cas, là aussi, il faut le rappeler. Mais je dirais qu'il y ait une veille médicale, de façon à ce que ça se passe bien, et que les personnes puissent être accompagnées, entourées. Hein. Donc, il y a effectivement toute une réflexion autour de la meilleure manière de mourir dans un EHPAD. Une des pistes que tu avais évoquées dans ton livre blanc, que j'ai trouvé mais juste tellement simple et génial, c'est la haie d'honneur. Ah oui. Je crois que c'est vraiment important. Oui, le rituel de la haie d'honneur. Que tout le monde entende ça, parce que je trouve que ça, c'est très important de... Très, très important. Je salue vraiment cette EHPAD où la directrice, qui est une grande humaniste, a préparé toute son équipe pour réfléchir pendant 1 an à la meilleure manière pour le corps de quitter l'établissement. Parce que pour l'instant, ce qui se passe souvent, c'est quand quelqu'un meurt dans un EHPAD... Voilà, ce qui se passe, c'est que les pompes funèbres vont chercher le corps qui est sorti par la porte du service, la porte des poubelles, en fait, on dit. Et c'est la nuit, à un moment donné où personne n'est là, ni vu ni connu, on disparaît. Et évidemment, elle a fait faire tout un travail là-dessus. Et on s'est dit, au fond, c'est vrai, ces personnes entrent par la grande porte, on les accompagne, on prend soin d'elles. Elles ont plein de relations avec les autres. Plein de relations. Donc tous les gens autour voient d'un seul coup disparaître. Tel ami avec qui ils parlaient tous les jours n'est plus là. Quel message on leur envoie ? Voilà. Le message qu'on leur envoie, c'est finalement, voilà, on disparaît. Cette personne n'est plus importante, on n'en parle plus. Alors que là, ils ont mis en place une haie d'honneur qui est un très beau rituel que moi j'ai vu, où les pompes funèbres vont chercher le corps sur un brancard avec une couverture de couleur. On met une musique qui est une musique qui est diffusée dans tous les EHPAD, qu'a choisi la personne, c'est-à-dire que c'est intéressant parce que la personne qui sait qu'elle va mourir, elle sait qu'elle va avoir une haie d'honneur et elle demande telle musique. Donc on diffuse la musique qu'elle a choisie, les pompes funèbres descendent avec l'ascenseur et dans le hall, il y a toute la résidence, tous ceux qui veulent, évidemment personne n'est obligé, mais les soignants, les familles, les autres résidents descendent. Et il y a eu un moment de silence, et puis le corps va donc passer au milieu de cette haie d'honneur et sortir par la grande porte. C'est aussi un moment, puisqu'au fond, la mort n'est pas cachée, occultée, elle est accueillie, c'est la sortie, la haie d'honneur, et c'est un événement qui clôture la relation avec ce résident. Eh bien, les émotions sortent aussi, on peut pleurer, on peut se prendre dans les bras, on peut se réconforter. Et depuis que cette EHPAD a mis cela en place, eh bien, il y a plus de tabou autour de la mort dans cet établissement. On en parle comme une chose naturelle. Et on avait commencé comme ça, mais on pourrait clore notre entretien dessus, c'est en faisant cet accompagnement, c'est l'amour qu'on préserve. Parce qu'au fond, enlever la personne par derrière et d'un seul coup, parce qu'elle est morte, elle n'est plus là, voilà. C'est une atteinte à l'amour, au lien, à la profondeur du lien, tandis que là, on honore le lien, on maintient, je pense que ce que tu disais très justement,
la mort, c'est la fin de la personne, mais c'est pas la fin de la relation. Oui. Et donc, en faisant ça, on préserve la relation, le lien, l'amour, et on préserve la vie. Et les familles sont extrêmement reconnaissantes de cela. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas plus, parce que ça fait quelques années quand même que ça existe, qu'il y a eu une forme... Il y a un film sur la haie d'honneur, il y a une vidéo, je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas plus d'idées ailleurs. Il y a une résistance extraordinaire autour de la question de la mort. J'espère que les gens, en lisant ton livre, vont voir que la peur est mauvaise conseillère en ces questions et qu'un peu de clarté, de lucidité, ça rend heureux. Et que ton livre fait un bien fou. Bah, moi, la première chose que j'ai dit, ton livre apaise tellement profondément, comme quand un enfant a un chagrin, lui demander qu'est-ce qu'il a et accepter son chagrin, ça l'apaise. Et être dans le déni, c'est la pire chose. Et c'est marrant parce qu'on comprend pour les enfants que le déni, c'est la pire chose, et on ne comprend pas que le déni que nous avons devant nos aînés est porteur de nihilisme, de souffrance, et Ben, merci infiniment. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir parler de tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si cette vidéo vous a touché, inspiré, éclairé, appuyez sur le pouce bleu en dessous de cet écran. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes qui seront passionnants, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'incroyables surprises vous attendent. À bientôt.